Je suis très heureuse d'animer cette plénière d'ouverture qui débute avec un peu de retard, mais c'est pas grave, nous allons être conçus, au cours de laquelle nous nous demanderons si la transformation digitale permet au commerce physique de devenir des plateformes de services pour le consommateur. Donc pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants. Catherine de Blicker, directrice de marque chez Oxybul, spécialisée dans les jeux pour enfants, et Alexandre Rubin, PDG de l'entreprise de cosmétiques Yves Rocher pour la France et le Benelux. Donc pour débuter cette table ronde, je me tourne vers vous, Catherine de Blicker. Oxybul réalise la moitié de ses ventes sur Internet et l'autre moitié dans une de vos 60 boutiques. Quel service le consommateur trouve-t-il quand il vient dans une boutique et en quoi est-ce un élément différenciant par rapport à la concurrence? Oui, bonjour. Oui, donc effectivement, Oxybul, l'éveil et jeu, fait partie du groupe ID Kids depuis maintenant une dizaine d'années. Oxybul existe depuis 30 ans et était d'abord un vente par correspondance, très vite vente par Internet, et les magasins en fait se sont rajoutés après. Donc déjà, dès le démarrage des magasins physiques, il était pensé autrement. On s'adresse, nous, aux parents, on a donc des jouets ludopédagogiques et on accompagne les parents pour qu'ils éveillent les talents de leurs enfants. Et dans les magasins, on s'adresse aux parents pour qu'ils soient bien, qu'ils aient du conseil sur les produits qu'on vend et qu'ils soient bien avec leurs enfants. Donc déjà, ce n'est pas un magasin où on rentre et l'enfant peut toucher à rien. L'enfant doit pouvoir être bien aussi, les parents doivent être relax, donc l'enfant peut jouer, il peut prendre une trottinette et se balader. Donc déjà, l'ambiance du magasin de jouets est un peu différent qu'un magasin classique. Après, les parents viennent pour du conseil, mais on accueille aussi les enfants. Il y a eu dès le début des activités tous les mercredis pour les enfants. Ils peuvent aussi fêter leur anniversaire avec nos animateurs qu'on a dans le groupe. Donc déjà, c'était un lieu de lien depuis le début, sachant que nos clients sont omnicanal, l'étaient probablement un peu plus que d'autres clients avant l'heure. Et donc, dès le début, on en a fait un lieu qui était complémentaire et pas forcément unique comparé au site Internet. D'accord. Et je vais enchaîner avec cette période de nouveau confinement qu'on connaît. Est-ce que vous avez mis à profit la période de fermeture des magasins au printemps pour proposer de nouveaux services à vos clients? Et est-ce que vous avez pu développer là pour ce acte 2 du confinement de nouveaux services? Oui, en fait, on travaille pareil, ça fait des années qu'on travaille avec 3000 parents pilotes. C'est des parents qui sont volontaires de travailler avec nous, donner leur avis sur nos sujets. Donc, on est tout le temps, autant pour notre développement produit, parce qu'on sélectionne, mais on crée aussi nos produits, on est tout le temps en contact avec eux. Et typiquement, pendant des périodes comme ça, ou même en amont, on les interroge en permanent sur leurs attentes vis-à-vis des lieux où ils font leurs courses, mais aussi de ce qu'ils attendent de la marque et de nos produits. Pendant cette période de confinement, on a donc très bien vu que le lien humain, moi je le dis toujours, ce confinement remet la juste valeur des choses et que le lien humain est super important. Donc on les a écoutés, de dire comment, pendant et après un confinement sous contrainte sanitaire, on pouvait continuer à avoir ce lien avec nos clients. Et très vite, c'était déjà des choses qu'on disait avant, nice to have, ce serait bien si on pouvait le faire, mais le confinement et le déconfinement nous a bien montré que c'était absolument nécessaire. Donc on a mis en route une plateforme back-office sur notre site internet où le client peut prendre rendez-vous. Des rendez-vous tout d'abord juste pour lui, de rendez-vous de conseil en dehors des heures d'affluence ou même en dehors des heures officielles d'ouverture pour qu'on puisse l'accueillir en privé presque, en tête-à-tête avec un conseiller. Après, on a mis aussi très spécifiquement pour le confinement, des créneaux horaires pour faire le click and collect, qui existait déjà depuis très longtemps chez nous, et que donc ça soit précis pour que le client ait le moins d'attente possible et forcément le moins de contact, qui est exactement aujourd'hui utilisé pendant cette deuxième période de confinement. Et puis, on a démarré, et là, c'est en train de se déployer aussi des rendez-vous par visio, où j'ai envie de voir un produit en live ou manipulé par quelqu'un, ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, on a une petite vidéo des enfants qui jouent sur le site, mais de le voir démontré par nos conseillers de vente qui connaissent parfaitement le produit, pouvoir échanger et puis le commander derrière, est aussi quelque chose qu'on est en train de mettre en place maintenant. D'accord, merci.
Et Alexandre Rubin, je me tourne vers vous. Que vient chercher le consommateur lorsqu'il se rend dans une boutique Yves Rocher et quelle importance accordez-vous à ce qu'on appelle l'expérience client? Moi, je vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce que ma collègue a dit. Yves Rocher, c'est 60 ans d'existence. Nous aussi, on est né de la VPC en 59. En 68, on ouvre des magasins. Et puis, dans les années 90, notre premier site. Donc, on omnicanal de naissance. En magasin, on vient chercher ce qu'on ne pourra jamais trouver. En tout cas, on regarde des progrès technologiques d'aujourd'hui dans un site internet ou en VPC, c'est-à-dire une relation humaine et puis la capacité à utiliser ces 5 sens. Jusqu'à présent, sur un site, à part la vue et un petit peu l'ouïe, je ne touche pas les produits, je ne sens pas les produits. Alors, dans la cosmétique, on ne les goûte pas, mais si j'étais dans l'alimentaire, je dirais qu'on ne les goûte pas. Donc, vous doutez bien qu'il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Le magasin offre une expérience des 5 sens. Après, c'est comment on l'exécute bien. Donc, l'expérience client, c'est une expérience de découverte des produits et chez Yves Rocher, au travers des conseils d'une conseillère de beauté ou d'une esthéticienne, puisque sur les 800 magasins que je gère en France et au Benelux, on a aussi 800 instituts où là encore, Internet n'est pas encore au niveau pour faire des épilations ou des massages. Elle ne le sera jamais. Voilà, donc c'est une évidence, l'omnicanal. On est né de ça. Le magasin, je le répète, doit simplement développer, bien exécuter, 365 jours par an presque. Alors pas 24 heures sur 24, mais en tout cas pendant les heures d'ouvrée, une expérience remarquable. Et la difficulté, vous parliez d'humain, c'est de s'assurer que cette expérience, elle est parfaitement exécutée dans 800 magasins tout le temps, partout. C'est compliqué, mais ce qui fait une vraie différence, qui humanise le retail, en tout cas chez Yves Rocher. Il y a des tas de retailers qui ne mettent pas l'humain au cœur. Ça ne les empêche pas d'ailleurs d'être très successful. On n'a pas besoin d'avoir des conseillères de beauté pour faire un modèle de retail de succès. En tout cas, chez nous, il est très important. Et l'expérience client chez nous, je le répète, les 5 sens, découverte du produit au travers d'une expérience humanisée. D'accord. Et vous, vous avez pas fait le pari de proposer de nouveaux services pendant le confinement, par exemple, de pouvoir avoir accès à des conseils beauté en live? Pourquoi? Non, je me bats, moi, pour la rouverture des magasins. J'ai un grand respect pour nos clients. On a un service client qui remporte de nombreux prix. On reçoit jusqu'à 3000 mails par jour en ce moment. D'ailleurs, très intéressant, c'est que les questions que posent les clients, je crois que sur les 3000 mails, j'en ai 10 qui m'ont demandé si on faisait du click and collect. Je leur ai dit, je laisse ça aux autres, j'ai autre chose à faire. Moi, ce que je me bats, c'est pour ouvrir mes magasins. Et dans les 3000 questions que j'ai en général, c'est j'ai pas reçu mon mailing bon anniversaire. Est-ce que mes points fidélité seront valables? La nouveauté qui est valable sur Internet, quand est-ce que je pourrais aller la chercher en magasin? Donc, bref, des questions très terre à terre. Je vous le répète, 10 personnes m'ont posé la question du click and collect et par solidarité. Alors, pourquoi on n'a pas fait ce pari-là? Parce qu'on a du call and collect. Aujourd'hui, mes partenaires, il faut savoir que chez Yves Rocher, nos magasins, c'est des franchisés et des gérantes, pour la plupart. Quand elles l'ont essayé, ça leur coûtait malheureusement pour elles beaucoup plus cher d'ouvrir leur magasin pour 3 francs 6 sous, et j'ai pèse mes mots, de click and collect. D'ailleurs, cette crise qui devait faire exploser ce service a bien montré qu'il avait toutes ses limites. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles clientes sur notre site, beaucoup, et en particulier beaucoup de clientes qui n'allaient que dans nos magasins. À juste titre, elles nous disent, vous savez, moi, j'ai découvert votre site, il est génial et je peux être livré chez moi. Donc, j'ai pas trop d'intérêt à faire du click and collect, même si j'adore vos boutiques. En revanche, ce qu'on a observé, c'est qu'après le déconfinement, lors de la première vague, le retour des clients ont été impressionnant. On a fait des mois entre juin et octobre, tous positifs sur N-1 et N-2. Vous montrez combien les clients, ce qu'ils attendent, c'est l'expérience du magasin humain. Revenir en boutique. Alors, je n'ai absolument aucun problème. Et dans certains modèles de retail, je comprends que click and collect, quand vous n'avez pas
un réseau de proximité quand on l'a, quand les produits ne sont pas toujours dispo, ou en tout cas, il faut faire 50 km pour aller dans un magasin Ikea, on comprend qu'on veut s'assurer que le canapé est bien présent. On a tous vécu ces mauvaises expériences de faire de la distance et de ne pas avoir le produit. Mais dans des réseaux de proximité, pour des produits faciles à trouver sur un site e-commerce qui vous les livre chez vous pour des frais de logistique pratiquement inexistants, des frais de transport, pardon, vous imaginez bien que ce n'est pas la priorité du débat. La priorité du débat, c'est la réouverture du commerce. Et cette deuxième vague le montre. La tonalité des retailers est laissez-nous réouvrir. C'est là-dessus qu'on se bat. Et voilà, je ne blâme pas les autres services, mais ils ne sont pas demandés par nos clients. Ça, c'est très important. Arrêtons la démagogie. Je n'ai jamais vu de client me demander l'ouverture de la click and collect. Je l'aurais vu de me demander des nouveaux produits. Vous parliez de la co-création avec nos clients que nous faisons aussi. Tout ça, c'est des choses qui les intéressent. Pour le reste, ils veulent des magasins, ils veulent du contact humain. Et pour ceux qui ont vécu au click and collect aujourd'hui en centre-ville, c'est d'une tristesse sans nom. Un retailer ne doit pas se battre là-dessus, il doit se battre sur la seule chose qui compte pour lui, une expérience omnicanal, un site digital friendly user, avec tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un site, facilité de paiement, du conseil par chatbot éventuellement, et en magasin, une expérience classique, j'allais dire, mais Dieu sait si elle est difficile à exécuter, et plus vous avez de magasins, plus c'est compliqué. Bien sûr. Je voudrais rebondir et demander à Catherine de Blicker ce que vous pensez sur ces propos liés au click and collect. Est-ce que c'est un service qui a été plébiscité, vous, par vos clients? Alors, il faut d'abord mentionner que le jouet est le deuxième marché après le livre qui est acheté en ligne, déjà. C'est vraiment dans les habitudes des clients et on peut le regretter parce que tout ce que dit mon collègue, je suis totalement alignée. On a plein de clients qui viennent pour toucher. Nous, c'est encore pas ni le goûter ni le renifler, mais ça ne sera tardé. Donc, c'est vraiment pour avoir ce contact humain. On a beaucoup de clients. Alors, la majorité des clients a quand même regardé sur un site d'abord ce qu'il voudrait bien avoir, ce qui l'intéresse et vient pour des explications. Pour l'acheter ou pas en magasin, ça c'est sûr. Après, nous, il y a deux sujets. On a aussi toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on pense de ce nouveau produit? Est-ce que ça va aider mon enfant à faire ci et ça? En fait, nous, vous parlez d'un chatbot et peut-être que Constance, on va en reparler. Mais typiquement, nous, on ne veut pas de chatbot sur notre site. C'est des parents qui conseillent d'autres parents sur notre site. Donc, en fait, ces discussions-là, ils ont lieu sur notre site, sachant que encore une fois, historiquement, on était d'abord quand même un site internet avec des magasins derrière, donc les clients, ils ont cette habitude-là. Et s'ils ne veulent pas converser sur le site avec d'autres parents, ils viennent justement en magasin pour pouvoir échanger, le toucher, le voir aussi avec son enfant, si ça plaît à son enfant et être en échange là-dessus et en interaction. Donc, l'un ne remplace pas l'autre. Pour revenir sur les click and collect, par exemple, typiquement à Noël, c'est un sujet, vous parliez des conseillères, c'est un sujet compliqué parce que nos équipes, forcément, leur passion, leur amour pour le produit et pour leurs clients, c'est leur première vocation. Mais à Noël, on pourrait leur demander qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, de dire j'ai transporté des colis, j'ai fait du click and collect. Donc ce lien, il leur manque aujourd'hui et nos équipes, de plus en plus, on leur demande d'être vraiment omnitalent. Il y a des moments où ils sont presque dans la manutention et il y a des clients qui viennent vite, je veux. On ne va même pas parler de confinement. Si on parle de 21 décembre dans un centre commercial, en fait, ce que font les clients, ils vont récupérer tout leur click and collect dans tous les magasins. C'est des gens avec qui on a très peu de liens, mais qu'il va falloir quand même servir. Et c'est par le site internet, mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on puisse changer dans la tête de nos équipes et aussi nos clients. Il y a de tout. Le même client qui peut-être va passer toutes les semaines 1 heure à discuter, il y a des moments où il dit vite, je veux mon produit et je n'ai pas le temps pour échanger. Et donc, c'est une exigence très nouvelle qu'on demande à nos équipes de dire parfois on n'a pas le temps, il faut juste exécuter et le lien humain est un peu compliqué. Mais la majorité du temps quand même, c'est justement pour le lien humain. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'on peut faire sur un site internet, les gens qui se déplacent sous contraintes sanitaires pour venir au magasin, c'est des gens qui ont vraiment, vraiment envie d'avoir un contact et un lien humain.
Et c'est là que, justement, la manière qu'on est depuis 30 ans s'exprime au mieux. Et je confirme, depuis le déconfinement, nous aussi, on a eu des progressions importantes. Nous aussi, après le confinement, on a appelé, tous les magasins ont appelé leurs meilleurs clients. Donc là, on est en train et là, ils sont aussi au magasin, ils appellent leurs clients pour leur dire, est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous êtes en train de faire votre choix ou quoi que ce soit? Et les clients nous le rendent parfaitement bien. Autant qu'au premier confinement, on avait besoin de leur expliquer, de dire, on est là pour vous, on est vraiment là pour vous et on a besoin de vous. Ben là, les rôles sont presque équivalents. Quand on dit on est là pour vous, les clients nous disent mais nous, on est là pour vous aussi. Et on vous remercie d'être là et on vous soutient. Donc, il y a quand même cette montée de clients qui disent je m'engage à être avec vous et de me battre avec vous pour que effectivement les magasins puissent ouvrir au plus vite et de pouvoir jouer le jeu, si c'est le mot à dire, de contraintes sanitaires et d'aider pour que les magasins puissent s'ouvrir au plus vite, effectivement. D'accord. Donc vous mettez tous les deux très en avant le lien humain que le consommateur vient chercher dans le magasin physique. Pour autant, enfin, en parallèle, il y a de nombreuses marques qui ont fait de l'expérience client, l'augmentation de cette expérience client, une stratégie à part entière. Je pense par exemple à Nike qui a installé des bornes digitales qui permettent au consommateur de dessiner son produit extrêmement personnalisé. Alexandre Rubin, que pensez-vous de cette stratégie et est-ce une voie de développement envisageable? Alors, c'est super. Moi, j'adore l'approche de Nike. Il y en a beaucoup. Hein. Souvent, ce n'est pas des grands retailers, hein. C'est souvent des wholesalers. 4-5 magasins. Attention, Nike, si c'est un retailer, moi, je suis le pape. Hein. Nike, c'est un wholesaler qui vend dans plein de boutiques dans le monde. Donc en ce sens-là, il fait du commerce. Il a quelques flagships sur lesquels il doit gagner beaucoup d'argent, mais où ce n'est pas le problème, c'est des ambassades. Donc, il peut y mettre ça, demain, il les enverra sur la Lune. Non, je reste un retailer de quartier, de proximité. Pourquoi pas un jour la personnalisation d'une crème? On le fait d'ailleurs dans le groupe Rocher au travers de la crème sur mesure chez le docteur Pierre Rico. Et je crois que ça fait 30 ans. Waouh! C'est une modernité sans nom. Maintenant, l'écran en magasin, certainement pas. Ça fait 20 ans que je me bats contre, en tout cas dans mes boutiques. Hein. J'ai des conseillères de beauté et je m'aperçois avec le temps que j'avais raison, puisque l'écran a été remplacé par le mobile, hein, la troisième main. C'est peut-être pas la peine en magasin d'en rajouter une autre parce qu'elles vont plus savoir où taper aux clients. C'est pas ce qu'elles viennent rechercher en magasin. Ce qu'elles viennent rechercher en magasin, c'est ce que je le répète, elles n'ont pas ailleurs, c'est-à-dire elles veulent se regarder une personne, parler, éventuellement voir son regard. En tout cas, pour mes conseillères, c'est important. Hein. Comment vous pouvez conseiller quelqu'un sur un produit de beauté si vous ne regardez pas sa peau, ses yeux? Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas certains outils digitaux comme des moyens. On peut imaginer demain de faire et on a déjà des tests là-dessus, des skin diag avec des écrans. Je prends en photo et le diagnostic est fait. Vous voyez que ça peut exister, mais c'est à la demande du client, c'est pas en libre service. Ayez aussi conscience qu'il est très différent d'opérer sur des boutiques de 30 mètres carrés ou sur des hypermarchés. Dans un hypermarché, vous avez très peu d'interaction avec les clients, et de moins en moins d'ailleurs, puisque les caissières disparaissent. Donc, le service qu'on nous donne, c'est à nous de faire la caissière. Donc, un super avantage, super expérience client en effet. Donc je comprends que dans ces endroits-là, on remplace de temps en temps l'humain par l'écran. En général, c'est des écrans qui ne marchent pas avec des traces de doigts, ce qui dans le cadre de la crise du corona est remarquablement intelligent et il trouve des limites. Non, en magasin, chez nous, on préfère avoir des conseillères. Et si je dois lui donner des écrans, c'est à elle pour nous aider. Mais je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue dans une autre vie, dans une autre enseigne de beauté très, très connue, puisqu'elle est leader du sélectif, ce qu'on appelle, de la parfumerie de luxe, et sur lequel une conseillère de beauté m'avait dit « C'est super vos outils, là, où j'ai tout l'historique de vente de la cliente. » Mais du coup, je ne la regarde plus et j'ai vu une de mes jeunes collègues qui avait dit « C'est bien, vous avez acheté tel parfum, Chalimard de Guerlain, pour ne pas le citer. Donc, là, je vais vous proposer la nouvelle version de Chalimard. »
Et la jeune fille lui avait dit, bah non, moi j'ai 20 ans, je l'ai acheté pour ma grand-mère. Si elle avait regardé cet imbécile, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la cliente qui est en face d'elle, elle aurait peut-être vu que ce n'était pas une cliente Shalimar. Vous voyez, avec le temps, à mettre des écrans et intégrer et interférer en permanence dans la seule chose que le magasin va, à l'avenir, et de plus en plus, promouvoir et que le digital ne pourra pas, c'est bien le facteur humain. Donc en magasin, un minimum d'expérience sur écran et un maximum d'expérience humaine. Par contre, quand je vais sur mon site, en revanche, pardon, alors là, je veux avoir le site internet, puisque c'est mon plus grand magasin, celui qui génère le plus de trafic, le plus de visibilité. Là, je veux une expérience au regard de ce que m'offre le digital, c'est-à-dire visuel et d'interaction avec, avec la machine, la plus friendly user possible. Vous voyez que ma position assez radicale en magasin est également assez radicale sur le site. Là, par contre, je veux un site rapide, puissant, simple. Et Dieu sait si quand je fais mes courses, parce que je fais mes courses, malgré que j'adore le magasin sur un site, j'aime qu'il soit rapide, qu'il soit simple à comprendre, que les conseils qu'on me donne soient bien ajustés. Voilà. Mais en magasin, l'humain, l'humain, l'humain. D'accord, donc chacun a sa juste place. L'un n'exclut pas l'autre, mais chacun a sa juste place. Ouais. Et c'est que beaucoup de retailers, excusez-moi, oui, bien sûr, utilisent ces faux fuyants, tout simplement parce que ce qui leur manque souvent, hein, j'ai malheureusement vécu ça dans certaines enseignes, c'est que la promesse de marque en magasin est inexistante. Et évidemment, vous ne savez plus quoi inventer. Donc vous mettez des écrans. Ce qui compte pour le client, et on le voit dans la crise, il le dit, hein, c'est mais quelle est votre promesse de marque? Est-ce que vous êtes une 25e marque de textile qui m'offre des t-shirts pas chers, exactement les mêmes que les autres, fabriqués dans les mêmes pays, ou est-ce que vous avez une promesse de marque différente? Là, je vais vous dire, le débat n'est pas e-commerce, il n'est pas un retail, il n'est même pas omnicanal. Le futur du retail, c'est quelle est ma promesse de marque? D'accord, donc le digital peut être utilisé comme gadget pour compenser ce que vous appelez une promesse de marque. Gadget, c'est même fini ce temps-là, parce que ça a eu une vertu quand c'était tout nouveau. Ça avait le mérite d'être ce qu'on appelle le gadget. Donc un bon patron de retail, il n'est pas dans le gadget. Ça, c'est un mauvais patron de retail. En général, c'est un mec de 50 ans qui ne va jamais en magasin. Je rappelle qu'en magasin, c'est avant tout une clientèle féminine, très souvent. Elle est beaucoup moins techno. Mais c'est vrai que la techno a plu à beaucoup de patrons de retail pendant des années. Elle empêchait de se poser la seule et unique et vraie question. Quelle est ma promesse de marque? Qu'est-ce que j'amène de plus, de différent à la cliente? Finalement, le Corona aura eu un avantage, c'est qu'il rebat les cartes et il repose les bonnes questions avec le client au cœur. Et vous verrez que la réponse du client ne sera jamais « je veux des écrans en magasin ». Merci, je l'ai déjà. Ok, donc retour à l'essentiel. Christine de Blicker, vous m'avez dit, vous aussi, quand on a préparé cette interview, que vous étiez opposée aux écrans en magasin. Mais par rapport à l'exemple que donnait Alexandre Rubin sur l'historique de vente, par exemple, est-ce que c'est un outil que vous utilisez? Oui, donc on est aussi virulent qu'Alexandre. Pour d'autres raisons, en fait, quand on demande aux clients est-ce que vous voulez un écran, par exemple, est-ce que je mets mon barcode sous un écran et je vois le produit monter? Est-ce que quand je rentre dans un magasin, je veux être reconnu sur mon historique de vente? C'est vrai qu'il y a eu cette course gadget, j'aime bien le mot, ces derniers temps, de tout ce qui existait, qui nous venait de partout dans le monde, avec des caméras, des puces, des écrans et tous ces sujets-là. En fait, la clé, c'est juste de demander à votre client qu'est-ce que vous attendez. Et la clé, c'est de rentrer par les petits cailloux dans sa chaussure. Quand moi, j'ai demandé est-ce que vous voulez des écrans digitaux, ils disent bah, si vous en mettez, je veux voir des enfants qui jouent. Je veux rien d'autre. Est-ce que vous voulez être reconnu à l'entrée du magasin? Si je le décide. Sinon, non. Donc, il y a tous ces sujets-là qui nous ont été un peu poussés par ce monde d'innovation et de technologie, du must-have absolu. Et beaucoup de gens se sont lancés sans checker avec leurs clients. Et donc là, je rejoins Alexandre, c'est en fait la promesse de marque. Quand nos clients me disent ben, « moi, je vais en magasin parce que vous êtes une marque accessible de pédagogique »,
Vous n'êtes pas une marque techno, innovation, et on est dans la durabilité, donc on est dans la transmission. Donc je cherche absolument pas les derniers gadgets à la mode chez vous. Mais si vous n'écoutez pas votre client et vous échangez pas là-dessus, ben, vous dites c'est le must-have absolu, on va le rentrer et vous perdez votre clientèle. Donc effectivement, là, je rejoins Alexandre, c'est la promesse de marque derrière. Donc nous, on a cette opportunité, encore une fois, à demander à nos clients ce qu'ils attendent. Tout, on le fait sur plein de choses. Donc nous, on les voit on les voyait tous les mois, mais en même temps, on a une plateforme et là, on va rejoindre le digital online avec eux. Donc moi, je peux lancer une question là aujourd'hui et dans 24 heures, j'ai un échantillon représentatif qui va me dire tout de suite ce qu'ils attendent de nous. Typiquement, Et quand vous parlez de clients, c'est les parents en test c'est les fameux parents pilotes qui sont les parents totalement pilotes. volontaires. D'accord. On recrute. Alors, par notre métier, on a des gens qui sortent et on a des parents qui rentrent. Hein. Il y a tous les ans des parents qui ont des enfants de 12 ans, donc on s'adresse plus si on s'adresse aux enfants, nous, mais pas forcément à leurs enfants. Donc, du coup, on recrute deux fois par an par les réseaux sociaux. Et ces parents-là sont juste engagés pour nous faire avancer ensemble. Donc, toute cette innovation digitale, il y a des choses, je suis d'accord, on continue à se battre pour un des sites web les plus performants dans notre métier. C'est hyper important parce que le client l'attend. Donc, encore une fois, qu'est-ce que le client attend quand il vient au magasin? Pas forcément de l'innovation digitale. Et s'il l'attend, on va y aller. Typiquement, si aujourd'hui on a des créneaux de rendez-vous, c'est parce qu'il l'a exprimé et il dit j'aimerais bien être justement un peu en tête à tête avec vous et les contraintes sanitaires qui me font peur de venir, aidez-moi pour que je puisse venir, on le fait. Donc encore une fois, le lien, et ça part par là, c'est qu'est-ce que veut votre client et ne pas se faire imposer par des innovations qui prônent le fait de dire c'est vraiment ça le futur de demain. C'est le client qui sait, hein, c'est pas nous. D'accord. Et justement, le call en visio avec un vendeur qui, lui, est physiquement présent dans le magasin, ça, c'est un service qui a été Oui, plébiscité par… voilà. Oui. Donc, encore une fois, hein, des parents, des jeunes parents, je me réveille la nuit, je suis angoissée sur un sujet, comment je pourrais pouvoir le faire ou quoi que ce soit, de dire, pouvoir parler comme ça avec un conseiller qui peut m'aider et trouver les produits ou même tout simplement le conseil. De dire, est-ce que c'est normal que, parce qu'on travaille avec énormément de spécialistes de la petite enfance, donc on a un savoir-faire depuis 30 ans. Juste faire ça, c'est déjà, mais encore une fois, c'est une prolongation digitale de quelque chose qui existait. Vous allez dans le magasin, il y a quatre enfants qui se baladent, le responsable de magasin va dire Pierre, tu passes la trottinette à Marie, est-ce que tu lui as… Enfin, donc en fait, c'est déjà une communauté. Donc du coup, cette connexion digitale, c'est pour prolonger ou un peu remplacer sous contrainte ce qu'on ne peut pas faire en magasin. Mais voilà. Est-ce que vous proposiez… Demain, ça ne va pas disparaître. Le magasin ne disparaîtra pas, mais ce sera probablement votre prochaine question. Non, parce que justement, pour revenir sur les très nombreux services que vous proposez, il y a notamment la possibilité, vous avez poussé assez loin ces services que trouve le consommateur avec la possibilité d'organiser un anniversaire en magasin. Donc, des services qui ne sont pas forcément liés à la transformation digitale. C'est ça qu'attend… Exactement. En fait, le magasin fait partie d'un ensemble. Aujourd'hui, on n'est plus du tout en train de se dire le magasin doit faire une transaction. Le magasin fait partie d'un ensemble omnicanal, multicanal, en tout cas un comportement d'un client, c'est un point de contact qui se transformera ou pas. En tout cas, je crois que le grand changement, c'est qu'avant on était dans transaction. Aujourd'hui, le contact magasin fait partie d'un ensemble et n'est plus forcément dans la transaction, mais il sera certainement dans la qualité. Et quand on travaille, comme Alexandre, dans des produits de qualité qui sont dans la durabilité, la responsabilité, ben ça change tout en fait. Ce n'est plus je vends un maximum de produits, c'est beaucoup plus je vends un produit. Nous, c'est notre plateforme de marque. Je vends un produit durable et transmissible. Donc du coup, ce contact-là, il est très différent et c'est ce que viennent chercher les clients aujourd'hui. D'accord. Et un peu pour faire un peu de prospective, Alexandre Rubin, comment est-ce que vous voyez la distribution dans 10 ans, dans 20 ans chez Yves Rocher? Chez Yves Rocher, dans 10-20 ans, je sais pas, moi les gens n'ont même pas vu être capable de venir voir un virus et on est entouré d'experts.
vous ne m'entendrez pas vous dire ce que sera la distribution dans 20 ans chez Yves Rocher. Je pense que la marque sera encore là parce qu'on a une vraie promesse de marque historique qui a eu le mérite d'être pour le coup incroyablement novatrice en fin des années 60. Cosmétique naturelle venant de Bretagne, fait par un homme qui souhaitait leur anniversaire par courrier à ses clientes à une époque où les L'Oréal et autres ne juraient que par Paris, la chimie, et plutôt des marques portées par des noms de femmes, Helena Rubinstein, Estée Lauder, tout ça. Donc, c'était un fou furieux, ce gars-là. Hein. Pour le coup, il était vraiment innovant. 60 ans après, si je devais écrire qui devrait marcher dans le retail, je dirais qu'il faut qu'il y ait de la proximité. Donc, on est plutôt sur des petites boutiques que des grands temples de consommation. On est sur une relation humaine. On est sur du local. Alors, du local ne veut pas dire absolument du français, hein, mais c'est quelque chose d'incarné. Ma marque vient de tel endroit et est fait dans tel endroit avec tel principe. Alors, nous, on est bretons. Mais je pourrais me dire que demain, je ne sais pas, une marque italienne vient en disant « Moi, je viens de la région des Pouilles et voilà les produits que je fais. » En tout cas, elle est incarnée, cette marque. Et des produits de qualité, une responsabilité d'entreprise. On est entreprise à mission depuis maintenant 1 an, mais on n'aurait pas été entreprise à mission s'il n'y avait pas eu 60 ans d'histoire derrière. Donc, je le répète, le retail a un avenir radieux. Si les promesses de marque sont tenues, si les retailers n'oublient jamais que ce qui compte, c'est un bon produit et des vendeurs pour le vendre. En revanche, ce que je peux assez facilement imaginer, c'est qu'on soit moins nombreux. D'accord. Mais je ne suis pas certain que dans un centre commercial, dans 10-15 ans, il y ait autant d'enseignes de textile. Pour être un ancien du textile. Et peut-être que les gens du textile doivent se poser la question, est-ce que les consommateurs veulent absolument autant d'enseignes qui proposent les mêmes choses? Alors évidemment, c'est très provoquant, mais c'est la réalité, c'est le consommateur qui parle là, c'est plus le retailer. Donc, promesse de marque, toujours, ça c'est votre leitmotiv, mais également, donc, vous conseillez plutôt aux retailers d'investir dans la formation, dans l'humain, dans la formation des vendeurs, que dans des vendeurs augmentés ou dans des bornes. C'est vraiment... Écoutez, moi je vais vous dire une chose par rapport à toute la discussion qu'on a vue. Si certains retailers, et je me bats même chez moi, avaient dépensé le quart de ce qu'ils ont dépensé en conneries pour mieux recruter, mieux intégrer, mieux former, mieux animer, mieux motiver, plutôt que de faire des clics, calls, sprack, spoof, collect et compagnie, on n'en serait pas là. Donc, arrêtons maintenant, ça fait 20 ans, je le répète, 10 ans qu'on entend les mêmes conneries de mecs qui prennent des petits fours à New York et qui regardent leur dernier Apple pour dire c'est super, on va faire la même chose en magasin. Qui continue ou qui se pose la seule et bonne et unique question, qu'est-ce que je propose aux clients? Je peux vous assurer que l'investissement dans l'humain, il est clé. En plus, il est absolument responsable parce qu'on parle de responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est, et j'en suis un fervent défenseur chez Rocher, très souvent un discours lié à l'environnement. Je dirais que l'individu dans l'organisation, c'est aussi la responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, une marque qui sera recrutée, intégrée, formée, motivée et animée sera forcément une marque exemplaire. D'accord. Et vous, Catherine de Blicker, le mot de la fin pour vous, comment vous voyez la distribution chez Oxybul dans 10 ans, dans 15 ans? Totalement aligné. Nous, on le voit, la distribution demain, ce qu'on appelle un lieu de lien. Je suis d'accord qu'on va vraiment réduire l'offre. Mais nous, en fait, dans le groupe, on a déjà démarré là-dessus parce qu'en fait, on est un écosystème de plusieurs marques qui sont engagées derrière une même mission, c'est We Act for Kids, entreprendre ensemble pour un monde meilleur au service de l'enfant qui grandit. Donc, la promesse de marque, mais c'est la promesse du groupe. Et donc, le sujet, et on l'a déjà avec les ID Kids, c'est de rassembler des marques qui sont engagées derrière la même mission. Oxybul, on parle bien sûr sur notre engagement, comme disait Alexandre, pour la planète,
Mais donc, nous, spécifiquement, on s'engage aussi quel enfant pour la planète de demain. Donc, c'est des sujets auxquels les plusieurs marques se rassemblent. Et la distribution de demain sera ce lieu qui mettra en lien le client ou l'être humain, on va appeler parce qu'il ne viendra pas forcément pour acheter, avec des marques engagées qui sont engagées sur la même mission et sur le même sujet. Et donc de créer ce lien, de dire je veux acheter des vêtements responsables, je veux acheter à manger responsable, pourquoi pas? Je veux avoir un entretien avec un pédopsychiatre ou une psychomotrice parce que j'ai un sujet pour mon enfant. Je veux pouvoir juste m'amuser avec mes enfants. Tout ce sujet-là, on est en train de le travailler parce qu'on croit sincèrement que le client se déplacera pour créer du lien encore, parce que tout le reste, il pourra le faire sur son site. Et donc, ça pourrait ou pas se transformer en acte d'achat, mais ce n'est plus le sujet de demain. Le sujet de demain, c'est effectivement, je me déplace pour avoir du lien avec d'autres personnes et pouvoir me construire moi aussi pour demain. D'accord, donc on peut conclure sur l'humain, l'humain et l'humain. Voilà, pour résumer. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux pour ce débat riche et animé. J'invite désormais nos visiteurs à se reporter sur leur planning personnel pour pouvoir se connecter aux différentes sessions sur lesquelles ils se sont inscrites. Et la première session a lieu dans 3 minutes. Donc, on se retrouve tout de suite sur le prochain lien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.